Jean-Luc Mathieu, qui a été directeur des affaires économiques du ministère des Dom-Tom, jusque vers 1986, c'est ça? Jusque vers l'arrivée de Chirac. Oui. Voilà. Je laissais à chacun le choix de l'interprétation. Jusque vers... J'ai à la Cour des comptes, conseiller maître. Et donc, en ce qui concerne les moyens économiques de la Nouvelle-Calédonie, l'ancien directeur des affaires économiques de la rue Oudinot est bien placé pour introduire le débat. Dans le débat aura aussi une part M. Durand, qui est là et qui est de l'Orstom. Voilà. Alors, je vous passe la parole. Bon, merci. J'hésite jusqu'à la seconde à savoir si je vais vous annoncer un petit peu mon plan. Si je le fais, c'est pour que vous soyez peut-être un petit peu moins perdu dans l'évolution de la pensée, d'autant plus que j'ai pas eu le temps de l'élaborer beaucoup. Si je ne le fais pas, oui, plutôt si je ne le fais pas, vous serez un peu perdu. Si je le fais, je crains que vous ne reteniez pas beaucoup votre attention dans les premières parties et que vous m'attendiez nettement au tournant de la quatrième. Néanmoins, je vais quand même vous le livrer. Je crois que la première partie, je vais vous développer que l'indépendance est au premier abord tout à fait possible. La deuxième partie, c'est que l'indépendance est au second abord plus incertaine. La troisième partie, c'est que l'indépendance est au troisième abord extrêmement hypothétique. Puis je conclurai que l'indépendance est au quatrième et dernier abord pratiquement impensable. Voilà, alors écoutez-moi quand même pour le début, je vais pas être bien... On peut lire dans les deux sens, peut-être. Ben, j'espère pas écrire en chinois. Alors, l'indépendance est au premier abord relativement possible. On part quand même d'une situation extrêmement intéressante. Vous connaissez grosso modo comment ça se passe dans l'ensemble des 9 départements et territoires d'outre-mer peuplés. La balance commerciale des 4 DOM est couverte à 10, 12, 13, 15% des importations par des exportations. C'est donc une indépendance économique impensable. On se trouve à Wallis-et-Futuna et en Polynésie dans les mêmes conditions. Par contre, quand on regarde la situation en Nouvelle-Calédonie, on a en termes de balance commerciale des taux de couverture tout à fait exceptionnels. Si je voulais être un propagandiste acharné de l'idée que l'indépendance est absolument possible, je vous donnerais le taux de couverture de 88, je vous dirais qu'à plus de 100%, la Nouvelle-Calédonie a de quoi racheter le monde entier, et que donc non seulement elle sera indépendante, mais elle sera parmi les puissances qui vont conquérir le monde. Si je vous prends l'année d'avant, c'est le taux de 38%, ça en fait une autre tête. Parfois, vous savez que ça fluctue, c'est souvent 80, 50%. Enfin, c'est pas un mauvais taux, c'est le meilleur de tout l'outre-mer français. C'est quand même une bien bonne chose. Et c'est solide, tout de même. Mais ce sont des exportations qui fluctuent. Or, le nickel, qui est pour 80 à 85% responsable de la balance commerciale des exportations, est une ressource dont la valeur unitaire a de grandes variations et dont les tonnages exportés variant eux-mêmes, on a des taux donc de couverture qui vont de 38% en 87 à 88% en 88. La balance commerciale, c'est quand même qu'un aspect des choses. On est déjà un petit peu plus inquiet si on regarde la balance des paiements. La balance des paiements, quand on regarde les contrats de plan, les projets qui ont été signés le 22 décembre et qui ont une longue introduction, il y est clairement dit que les ressources touristiques sont suffisamment marginales pour qu'on n'y attache pas trop d'importance. Et c'est vrai, avec 80 000 personnes, 70 000 personnes, qui restent là le temps de leur nuit de noces, un petit peu prolongée par la nuit d'avant parce qu'ils sont fatigués, par la nuit d'après parce qu'ils le sont aussi, des gens qui passent comme ça 3 jours, ça fait pas beaucoup de ressources, et le tourisme, on y reviendra, c'est quand même pas grand-chose. Mais de l'autre côté de la balance des paiements, dont je vous rappelle qu'on ne la connaît pas, puisque c'est un élément de la zone franc, que ce n'est pas un pays indépendant, donc on ne la connaît pas. On connaît certains flux monétaires qui transitent par le compte de la banque pour les territoires d'outre-mer, mais on ne connaît pas la balance des paiements. Cela dit, il est évident qu'elle est fortement déficitaire, puisqu'en face des recettes du tourisme, il y a toutes les dépenses du tourisme, il y a tous les énormes placements reconstitués par les possédants de Nouvelle-Calédonie en Australie, en métropole ou ailleurs.
Et il y a l'acquisition d'un certain nombre de services, alors qu'en même temps, la Nouvelle-Calédonie en vend extrêmement peu. Donc une balance commerciale qui n'est pas mauvaise, mais qui connaît côté ressources beaucoup de fluctuations et malheureusement côté dépenses une structure beaucoup plus stable dans la progression constante de la dépense, ce qui est quand même une faiblesse, et d'autre part une balance des paiements qui est certainement déséquilibrée. C'est quand même la meilleure des situations en termes de balance des comptes de ce que doit être les 8 autres DOM, de ce que doivent être les 8 autres DOM et TOM de l'outre-mer français. Donc voilà ce que je peux dire pour l'indépendance est au premier abord relativement possible. Si le secteur des mines et de la métallurgie continue à rester géré par les lois du marché, c'est-à-dire si on en accepte les fluctuations, si on en accepte les risques, d'autre part, s'il n'y avait pas d'embargo en cas d'indépendance, autrement dit, si on ne jouait pas politiquement contre les exportations de la Nouvelle-Calédonie, peut-être au prix d'un certain contrôle d'échange, non pas sur les opérations commerciales, mais peut-être sur les opérations individuelles. Je crois que l'indépendance est jouable. Elle n'est pas inscrite dans les chiffres, elle est jouable. Le second abord, c'est que l'indépendance est quand même plus incertaine. C'est que l'analyse un petit peu plus fine du produit intérieur brut a de quoi inquiéter. Vous êtes tous inquiétés. Je ne me référerai pas trop à ce que j'ai écrit dans le petit bouquin là, parce que grâce à la lecture attentive de notre ami Gabriel Marc, il m'a fait me rendre compte qu'un paragraphe avait sauté. Effectivement, le paragraphe a sauté à l'imprimerie et je ne l'ai pas lu. Mais si on regarde les chiffres de 84 ou de 85, on s'aperçoit que les administrations de l'État, du territoire, je recherche les chiffres de l'année d'avant, je ne sais pas ce que j'en ai fichu, les chiffres donc de l'administration, du territoire, de l'État, des provinces, des communes, font pratiquement 30% du produit intérieur brut. Si on ajoute 23-24% rendus par les commerces et si on ajoute 19,8% d'autres services qui englobent les transports, l'hôtellerie, la restauration, les banques, on s'aperçoit qu'il y a environ 74% du produit intérieur brut qui n'est pas constitué par des secteurs directement productifs. Ou plutôt, je module ce que je dis parce que je m'aperçois que quand même, la restauration et l'hôtellerie, et d'une certaine façon les transports, constituent une production réelle de richesse, non pas que les autres, je les néglige, je ne reprends pas les vieux thèmes éculés que le Parti communiste a pu divulguer pendant ces 80 ans, ils ont leur utilité sociale, ils ont une utilité incontestable dans la production d'aménités, mais les administrations ou les services rendus par les commerces fonctionnent sur la base d'une richesse produite dans d'autres domaines et fonctionnent grâce à la redistribution de richesses qui doivent avoir une base matérielle dans l'agriculture, dans l'industrie, beaucoup plus solide. Il y a donc entre 30 et 40% seulement du produit intérieur brut qui constitue de la production intérieur et non pas du produit. Ceci, à mon avis, est un caractère de fragilisation lorsqu'on pense à l'importance du secteur qui fonctionne par des redistributions financières dues à l'État français, dues au territoire, souvent avec des subventions d'État, dues aux provinces, dues aux communes. La troisième partie de mon exposé vous dira que l'indépendance est au troisième abord très hypothétique, à mon avis. Très, très hypothétique. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Vous le savez, il y a eu les accords de Matignon qui gèlent pour 10 ans le problème de l'indépendance. Chacun y pense, on en parle, mais on ne traitera le problème que dans 10 ans. Bon. Ce temps de 10 ans est mis à profit pour plusieurs choses. D'abord pour accentuer les interventions unilatérales de l'État. Les interventions unilatérales qui sont reprises dans un certain nombre de conventions, qui sont évoquées dans les 3 contrats de plan avec les 3 régions, dans le début. Ces interventions unilatérales constituent un flux de financement destiné à la Nouvelle-Calédonie. Je le passe, je n'insisterai pas là-dessus, bien qu'elles aient leur importance. De même,
Et heureusement d'ailleurs que l'on a considéré qu'un territoire de 165 000 personnes aussi vaste avait une unité nécessaire qu'il fallait la sauvegarder, peut-être plus que dans les projets que nous avions écrits en 85 ou 86 avec Pisani. Je crois qu'on a tout de même reconnu la nécessité de maintenir à ce territoire une certaine unité. Il y a donc une convention État-territoire qui est aussi évoquée dans les 3 contrats passés avec les régions et qui prévoit un certain flux de financement et un certain nombre de réalisations qui maintiennent le territoire avec son unité. Je voudrais un tout petit peu plus insister sur le caractère hypothétique de l'indépendance lorsqu'on reprend les contrats de développement. Je ne les ai pas apportés, je le regrette, il me manque un certain nombre d'éléments. Vous les connaissez, ces contrats de plan, je dirais qu'ils sont d'autant plus longs qu'il y a moins de choses dedans. C'est-à-dire que plus ils sont courts, plus on a fait de pages, en décrivant absolument tout sauf l'indispensable. Et nous verrons que l'indispensable, il est plutôt court. Celui sur les îles est particulièrement verbeux, on en a le droit à plus de 100 pages. Celui de la province du Nord, il est un peu moins verbeux, on en a le droit à un peu moins de 100 pages. Et sur le Sud, il est beaucoup plus court, et c'est quand même là que se trouve le plus concret. Ce qui me frappe, moi, dans la lecture de ces 3 contrats, c'est qu'ils ne se réfèrent pour aucun d'entre eux. C'est normal, ils sont fabriqués grosso modo sur le même modèle. Ils ne sont axés sur aucune maquette de la Nouvelle-Calédonie Kanaki à 10 ans, pour savoir ensuite, dans les 3 premières années des 10 ans qui viennent, comment on va marcher vers quelque chose. Ça, on se garde parfaitement de dire vers quoi on marche, et pour cause, puisqu'on marche pour les uns vers l'indépendance et pour les autres vers l'assimilation. Bon. Donc, faute d'horizon, on va marcher à tâtons. On va marcher à tâtons derrière un certain nombre de mots-clés, de recentralisation, de donner ses chances à chacun, de tas de mots qui font flash, flash, flash et qui ne veulent rien dire. Quand on regarde le contenu, je laisse tomber le placebo, les 60 premières pages, les 50 premières pages de tous qui n'ont aucune espèce d'importance, qui ne font que rappeler des banalités, des choses que tout le monde connaît. Quand on regarde un petit peu passer l'effet placebo, ce qui pourrait être le principe actif, on trouve dans les 3 contrats de plan 2 petites pages. 2 petites pages sur lesquelles je vais un tout petit peu m'étendre, qui s'appellent les objectifs. Ce sont les mêmes, comme les 50 premières pages, c'est les mêmes dans les contrats de plan. Les objectifs, ils sont ceux de la loi de 85, donc des accords de Matignon, donc je le répète, d'accords et de contenus qui ont recueilli l'adhésion d'une bonne partie des anti-indépendantistes et d'une bonne partie des indépendantistes. Donc je commence à être un petit peu gêné pour critiquer tout ça, étant donné que ça a recueilli une telle unanimité. Alors les objectifs, ils sont 8. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je vais les évoquer. Les objectifs de ces contrats de plan, ils sont 8. 1. Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et contenues, On forme, mais à quoi ? À quoi on n'en sait rien. C'est le plus gros des chapitres, c'est le plus gros des paragraphes. Il a 13 lignes dans les objectifs. À quoi ? J'étais la semaine dernière à Djibouti, République de Djibouti, où j'ai passé une dizaine de jours. C'est merveilleux, on forme à quoi ? On a des écoles maternelles françaises, on a des écoles primaires françaises, on a des collèges français, on a des lycées français, l'équivalence des diplômes est absolue, grâce à quoi pas un Djiboutien ne trouve pas une place à Djibouti, et leur seul rêve à tous, c'est qu'on libère les possibilités d'établissement en France pour que tous viennent trouver des emplois ici. On dirait que Djibouti, n'importe comment, c'est un tas de cailloux, et que vraiment, on ne sait vraiment pas ce qu'on pourrait y faire, même si on n'avait pas des structures coloniales, étant donné qu'on a laissé filer la démographie à 500 000 de gens, et qu'on ne sait pas ce qu'ils pourraient faire. Bon, alors donc on va former, là, c'est très beau, la formation, c'est un des grands mythes de notre société, malheureusement, on ne dit pas à quoi. Enfin, on le dit un tout petit peu, mais un petit peu plus loin, pas vraiment. Deuxièmement, on va favoriser un rééquilibrage du territoire, on améliore les infrastructures, je vous lis pas les titres d'après. Le deuxième plan va donc fabriquer des infrastructures, c'est-à-dire susciter des charges récurrentes, parce que quand on a fabriqué des routes, il faut les entretenir, quand on a fabriqué des pistes aériennes, il faut les entretenir. Je reviens de Djibouti, quand on peut entretenir une piste aérienne, qu'est-ce qu'on fait ? On a fabriqué une deuxième. Pendant les 10 jours où il faudra l'immobiliser, on pourra toujours poser les avions. Donc vous voyez où ça nous conduit. Bien. Et puis on va rééquilibrer le territoire. Mais à ma connaissance, on ne rééquilibre rien indépendamment des forces du marché. Je me souviens de conversations totalement surréalistes avec Jean-Marie Tjibaou qui venait me voir et qui me disait « On va fabriquer une zone franche dans le Nord ». Je lui disais « Une zone franche ?» Quand on regarde les zones franches, d'abord je ne suis pas contre les zones franches parce qu'elles ne versent aucun impôt, mais n'importe comment celles qui marchent bien. Il y a de la main-d'œuvre très formée et très nombreuse. Il y a une hinterland très riche.
Il y a des structures, il y a des ports, il y a des gens pour consommer, il y a des gens pour produire, etc. Alors on va rééquilibrer. Mais rééquilibrer quoi et pour faire quoi? Où veut-on créer un deuxième Nouméa? En fonction de qui? On ne le sait pas. Le troisième objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Très beau. On verse forcément une larme, on va faire de la prévention, des équipements sanitaires, de l'action sociale. J'étais il y a 15 jours, 3e édition à Djibouti, j'étais en Guinée-Bissau il y a un mois, vous connaissez tous beaucoup mieux, en particulier vous, au bout de table, l'Afrique. Ça fait 50 ans qu'on aide les gens à ne pas mourir, mais ça fait 50 ans qu'on ne les aide pas à vivre. Est-ce qu'on va faire pareil? On va susciter des charges récurrentes, bien évidemment. C'est très vilain de dire ça, parce qu'il faut être très humaniste, et je le suis. Mais enfin, on va nous fabriquer des chambres d'hôpital plus costauds, on va nous fabriquer des plateaux techniques bien meilleurs, on va certainement nous mettre de la résonance magnétique et bien d'autres choses. Et après, qui payera à terme les charges récurrentes? Parce que tout ça, ça se paye sur la base d'une économie qui fonctionne. Le quatrième point, promouvoir le patrimoine culturel mélanésien, celui des autres cultures locales, c'est très important et à mon avis, ça sauvegarde toute chance de l'indépendance, ça les favorise même. Bravo. Et puis enfin, il faut tourner la page pour savoir qu'on va parler d'économie. Mais oui, on finit par parler d'économie, on s'est dit quand même on ne pouvait pas ne pas parler d'économie. Alors on va encourager le développement des activités économiques locales. Là, je vous lis quand même les 4 lignes, j'abuserai pas de votre temps parce qu'elles sont bonnes. Le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, c'est probable qu'il y ait quelque chose à faire. De l'agriculture, c'est vraisemblable qu'il y ait quelque chose à faire. De l'aquaculture, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire, homéopathiquement. Et du tourisme, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose à faire. Et puis on parle, on revient, on va faire développer en 6e les jeunes au développement par des activités d'insertion. C'est très beau, on ne sait pas lesquelles, mais ça n'a pas d'importance, ça émeut les populations. Ensuite, en 7e, on mettra en œuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales. C'est parfait, ça a un impact culturel indéniable et ça peut être important sur le plan économique. Et puis on termine par le vœu pieux qu'on entend dans tous les tomes, vous allez travailler beaucoup plus efficacement avec votre environnement. Chacun sait que les prix de ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie font que c'est totalement inexportable dans le voisinage, comme rien de ce qu'on produit à La Réunion ne peut être exporté dans le voisinage, rien que ce qu'on fait dans les Antilles n'est exportable, mais n'importe comment, de Georges Lemoine au ministre actuel, en passant par l'intermédiaire, décidément, j'ai un trou sur leur nom, l'insertion dans le milieu avoisinant est tout à fait important sur le plan économique, ça ne mange pas de pain, mais ça n'en donne pas non plus. Alors, quand on a ces belles généralités, qu'est-ce qu'on regarde un petit peu les 3 contrats de développement dont j'ai apporté quelques pages. Celui des îles, je vous ai dit, c'est le plus verbeux, donc c'est celui qui a le plus de pages. Alors, on a 4 pages efficientes sur les 100 et quelques. 4, dont à page 46, on a un très beau tableau. On a 3 sous-programmes. Amélioration des conditions de vie des populations, ça va faire 57% du tout. Mais l'amélioration des conditions de vie, il y a des choses extrêmement importantes, il y a des choses qui génèrent des charges récurrentes, je vous l'ai dit. L'insertion sociale et professionnelle des jeunes, 14%. Il est quand même clairement dit, et je crois avec raison, dans ce contrat de plan, où est-ce que je l'ai trouvé, qu'il était impensable dans la région... Ah non, pardon, c'est le sud, excusez-moi. Dans les îles, qu'il était impensable de réaliser un développement purement autocentré, qu'il est parfaitement illusoire. Je crois que ça, c'est une vérité. Le développement de la région des îles est totalement impensable en développement autocentré. Il n'empêche que c'est pour ça qu'il a, lui, 11 pages de développement. Et dans ces 11 pages de développement, on va trouver le développement des actions économiques pour 20% du crédit total. Non que ce soit inintéressant, je crois même que c'est tout à fait important, tout à fait passionnant. Nous avons en développement économique les axes suivants, un développement touristique, j'y reviendrai tout à l'heure, un centre d'appui au développement, de la recherche-développement, la maîtrise d'eau en agriculture, c'est indispensable, l'aide au développement de l'exploitation agricole, tout à fait, le développement forestier avec des programmes de reboisement et le développement de la pêche. Mais le développement de l'action économique fait 20%, alors que le rééquilibrage, c'est-à-dire la construction d'un certain nombre d'infrastructures qu'il faudra ensuite entretenir, fait 38% du total, l'amélioration des conditions de vie et la valorisation des ressources humaines en font 40%. Quand on prend la région nord,
je prends donc là aussi la répartition des crédits pour les 3 ans qui viennent. On s'aperçoit que le développement rural, qui est le seul volet économique, devrait absorber le quart des ressources totales. Le quart des ressources totales. Et quand on regarde ce qui est évoqué, maîtrise de l'eau, filière bois, filière fruits, filière café, etc., moi, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, parce qu'il me paraît très porteur d'avenir dans cette région, c'est le reboisement en essence locale, parce que ça donne pas mal de boulot, et puis parce que c'est prometteur de l'avenir. Ben alors, tenez-vous bien, sur 3 ans, le total du reboisement, c'est pas 0, j'ai pris des lunettes un peu plus grosses, c'est 16 millions de francs CFP sur 3 milliards 900, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire 0. Alors, pour le reste, il y a un certain nombre quand même de crédits. Au total, ils font 25% environ de l'enveloppe globale. Mais, par exemple, le rééquilibrage du territoire va faire le tiers des crédits. Et quand on parle de rééquilibrage du territoire, on trouve cette route totalement inutile qui s'appelle la Konetiwaka, à laquelle tout le monde tient depuis 5 ans, sauf moi, puisqu'elle ne sert strictement à rien dans la mesure où il n'y a pas la moindre richesse économique à faire passer d'un côté à l'autre de la région nord, et que c'est donc le type même de la dépense parfaitement inutile et parfaitement somptuaire, mais qu'il faudra ensuite, parce qu'elle monte assez haut, parce qu'elle est ravinée par les pluies, année après année, entretenir. Il y a un certain nombre de routes provinciales, un certain nombre de routes comme Wailu-Kwawa. Donc, je ne nie pas qu'il faudrait désenclaver Kwawa, mais je ne suis pas absolument certain que ce sont les priorités essentielles. Or, il y a près de 2 milliards de francs CFP, plus de 2 milliards de francs CFP sur les 5 du contrat de plan de la région Nord qui seront affectés à la constitution, à la création de routes dont on ne sait pas ensuite ce qu'elles transporteront, et à l'édification des aéroports, au sujet desquels je pourrais faire à peu près la même remarque. En ce qui concerne la région sud, la création d'emplois et l'encouragement au développement économique doit absorber 28% des crédits. Vous voyez donc que plus de 70% seront affectés au reste et 57% à l'amélioration des conditions de vie des populations, à quoi je suis encore une fois tout à fait favorable. Mais là aussi, il faut savoir que dans tout ce que l'on développe au point de vue du logement, des conditions de logement et d'un certain nombre d'autres choses, on génère des frais récurrents dont le seul problème est de savoir qui, à terme, les payera. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir de très concret dans ces contrats de plan, à mon sens? C'est les secteurs sur lesquels on aurait pu, en 3, puis dans les 7 ans qui suivent, en 10 ans, concentrer absolument les moyens pour s'assurer de leur solidité. Alors, il y a le développement d'un certain nombre de productions locales, opérations café dans lesquelles ont été engloutis des millions et des millions de francs français pour des résultats assez médiocres. Il y a des possibilités de développement, un petit peu de riz, un petit peu de fruits. Je crois que tout ça est extrêmement important. Plus on atteindra l'autoconsommation, l'autosatisfaction du territoire, mieux cela vaudra. Mais pour le reste, où sont les chances? Je crois que les chances sont... Je dis les chances, je n'en ai pas les certitudes. Les chances sont dans l'aquaculture. Je le crois depuis le début, à condition que les choses soient faites pratiquement comme un secteur de pays capitalistes développés, c'est-à-dire extrêmement capitalistique, en tenant les salaires le plus bas possible et avec le moins d'emplois possible. Je crois qu'à ce prix-là, la qualité et la quantité de production peut effectivement affronter la concurrence sur les marchés internationaux, au Japon et ailleurs. C'est important, c'est une filière qu'on peut développer, elle sera productrice d'un certain nombre de richesses, il ne faut pas en attendre trop sur l'emploi. Néanmoins, il y a de grandes possibilités. Malheureusement, je ne m'aperçois pas que ces contrats de plan parlent d'une concentration des efforts sur la filière de l'aquaculture. Je pense qu'il y a peut-être des chances en matière de certaines formes d'élevage bovin ou de cervidés, peut-être, c'est pas sûr, à condition qu'on fasse un effort extrêmement important pour mesurer les marchés, savoir à quelles conditions ces marchés peuvent être attaqués, à quelles conditions ils peuvent être gagnés, et par conséquent, en établissant des comptes d'exploitation prévisionnels de ce que l'on peut faire comme ensemencement, en prairies artificielles, comme exploitation,
pour être sûr d'exporter des quantités significatives de bœuf dit Kobe, à condition que ce soit possible. Je le crois, mais j'en suis pas certain, parce qu'on n'a jamais voulu faire la recherche. De cervidés, je le crois, mais j'en suis pas certain, parce que pour l'instant, on se borne à en exporter quelques boîtes à titre symbolique. Quant au tourisme, je ne suis pas du tout certain que la Nouvelle-Calédonie ait des aptitudes au développement touristique. Ou plutôt, je suis certain qu'elle a des aptitudes à un certain développement touristique, mais je crois qu'il faudrait bien que les Kanaks, et que les autres aussi d'ailleurs, sachent quel prix et comment ils voudront vendre leur âme pour attirer le touriste. Je pense que si l'on voulait développer le tourisme, on aurait certainement la chance à terme d'attirer quelques dizaines de milliers d'Australiens ou de Néo-Zélandais qui voudront faire la foire, qui voudront boire, qui voudront danser, qui voudront des boîtes de nuit. Si on veut développer la boîte de nuit, si on veut y mettre le paquet, on doit pouvoir développer le tourisme en Nouvelle-Calédonie. Si on veut développer le tourisme auprès des Japonais, si on veut inciter une plus grande proportion de jeunes mariés à venir passer 2 jours et demi en Nouvelle-Calédonie, on doit pouvoir y arriver, et je pense que c'est un tourisme un petit peu moins malsain, mais je ne suis pas sûr qu'il accepte de sortir des beaux quartiers de Nouméa. Mais pour le reste, je ne suis pas absolument persuadé qu'il y ait un marché touristique pour la Nouvelle-Calédonie. Certes, ces fonds marins sont beaux, certes, ces paysages sont agréables, mais par rapport à tant de destinations touristiques dans le monde, je ne suis pas certain qu'il y ait... Alors, je ne suis pas certain... je dis le fond de ma pensée. Je crois que cela mériterait que l'on fasse vraiment des enquêtes sur les possibilités touristiques auprès d'un certain nombre de pays émetteurs, comme disent les tours opérateurs, qu'on voit effectivement au Japon, en pourtour Pacifique, qui pourrait venir, à quelles conditions, qu'est-ce qu'ils attendent et si on peut les développer. Et puis ensuite, si on se décide à le faire, mais c'est un pari culturel, parce que vous savez, les ravages, vous le savez tous, les ravages du tourisme sont très grands, donc est-on prêt à les subir? N'est-on pas prêt à les subir? Lesquels veut-on? Lesquels ne veut-on pas? Ensuite, on aurait pu effectivement envisager toute une filière de formation dans les industries de l'hôtellerie, du tourisme, dans la construction immobilière, dans l'entretien. Enfin, il y a toute une pyramide d'emplois qui peut effectivement suivre une pareille filière si on se décide à la suivre. Tout ça, ça n'est pas dans ces contrats de développement avec les régions. Je vous rappelle qu'ils sont marqués par 25 à 28% de crédit pour le développement économique, une partie pour la formation, mais sans qu'on voit très bien les buts, et le reste pour l'amélioration des conditions de vie. Alors, là où on en est, moi je crois que la dépendance, au 4e et au dernier abord, pour moi elle est pratiquement impensable. Elle est pratiquement impensable parce qu'on s'est donné 10 ans pour la rendre impensable. Pour la rendre impensable. Je sais que j'ai scrupule à le dire, étant donné que tout ça a été signé par des indépendantistes. Ont-ils été empêchés de le voir? Ont-ils été empêchés de le dire? Ont-ils été empêchés de le concevoir? Je n'en sais rien. C'est quand même ma conviction. D'abord parce que les flux financiers en provenance de métropole sont importants. Et que donc là-dessus, je pense que le débat de tout à l'heure dira comment on voit ces flux financiers. Ils sont importants, ils ne sont pas nouveaux. Pour les 3 contrats de plan dont nous avons parlé, pour les 3 années qui viennent, il y aura 1,650 milliard de francs français, métropolitains. Mais vous savez que ça s'ajoute beaucoup d'autres choses. Ça s'ajoute les dépenses militaires des fonctionnaires militaires, un petit peu d'équipement, mais tout ça vient de métropole, n'en parlons pas. Disons les dépenses de rémunération au sens large. Et puis toutes les dépenses civiles à travers de nombreuses conventions et à travers le personnel d'État qui est mis sur place. Et vous connaissez tous les conditions de rémunération, donc les flux financiers continuent. Alors, il y a 2 façons de voir un malade. Le malade, on peut lui dire, il faut continuer à lui brancher l'oxygène, il faut continuer à lui brancher le goutte à goutte, etc. Et si on le branche bien partout, dans 3 jours, dans 10 ans, on pourra le débrancher parce qu'il revivra. On peut aussi se dire, quelqu'un qui ne se fabrique pas de muscles et auquel on garde un corset, vous savez, l'atrophie des muscles a des chances de gagner. Il y a peu de chances que si on lui lève le corset au bout de 10 ans, il soit encore capable de tenir sa tête toute droite ou de se tenir lui-même. Je vous laisse choisir votre interprétation. La mienne, elle est évidente. Il est même évident que suivant la politique qu'on a menée avant, on va noyer l'indépendance sous le fric. C'est l'objectif. Deuxième chose pour laquelle je suis pessimiste, c'est qu'aucune des réformes qui eussent été indispensables pour que
cette tuyauterie financière et ces contrats de plan servent à quelque chose d'autre qu'à empêcher l'indépendance, c'est qu'il fallait faire des réformes. Et ces réformes indispensables ne l'ont pas été. Je sais que je suis un peu monomaniaque derrière la rémunération des fonctionnaires. Je l'ai écrit un petit peu partout. Je le disais même aux ministres comme j'avais accès à certains ministres. Je crois qu'en renonçant à réduire le flux financier qui permet, grâce à ça, à 55 millions de métropolitains d'entretenir gaiement la petite colonie de 50 000 coloniaux, le petit noyau de la colonie française qui vit à Nouméa et dans ses immédiats environs, on n'a aucune espèce de chance de changer les structures. On ne l'a pas voulu, on ne le veut pas. La chose a probablement été discutée. Le seul témoin de cette discussion semble avoir été Témoignage chrétien du 20 août 88. C'est là seulement que j'ai vu la trace de ce qui me semble aurait dû être au cœur du débat de Matignon. J'en ai trouvé trace sous cette forme. C'est prêté à Jean-Marie Tjibaou, c'est pas une citation. Une nouvelle nuit du 4 août doit venir abolir tous les privilèges salariaux, fiscaux, il dit commerciaux. J'en vois pas, mais enfin, salariaux et fiscaux. Sinon, pourquoi partirait-il? C'est-à-dire les colons, évidemment, pourquoi partirait-il? Et pour faire bonne mesure, il convient de compléter ce dispositif par des mesures de réinsertion facilitant le retour dans l'Hexagone. À mon avis, c'était le problème essentiel. En faisant ça, on changeait à 10 ans les structures, on assurait par un assèchement des circuits financiers qu'un bon nombre de gens, très pacifiquement, iraient finir leur jour ailleurs, retrouveraient leur réinsertion économique ici ou là, il seraient refait des plans d'avenir ailleurs, et qu'au moment de l'indépendance, on avait conservé des structures économiques équilibrées, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une balance commerciale équilibrée et une balance des comptes, une balance des invisibles équilibrée, et on s'assurait le départ de 10 à 15 000 personnes dont le bulletin de vote n'aurait certainement pas été très facile. Ça, évidemment, ça n'a pas été négociable, d'après ce que j'ai compris, bien qu'aucun journal, y compris Le Monde, n'en ait parlé. C'était le cœur du problème. Ce cœur a été évacué, mais il a été évacué, apparemment, avec l'accord des indépendantistes. Bien, alors, il faut se tourner vers eux pour savoir ce qu'ils en pensent. D'autre part, on ne s'attaque évidemment pas aux injustices fiscales maintenues. Je trouve que notre haut-commissaire n'a pas manqué de courage, puisqu'on nous dit, si j'en crois Alain Rolla, et j'en crois forcément à Alain Rolla, que le haut-commissaire aurait souhaité une fiscalité juste et moderne là où est la richesse, a-t-il dit. Monsieur Lafleur a pris la mouche. On a su après, on comprend que Monsieur Lafleur a pris la mouche. Néanmoins, moi, Monsieur Lafleur, si j'en crois Monsieur Miaoutine, il est quand même très gentil. Il a quand même beaucoup de cœur. Et puisque les indépendantistes le disent, je me demande comment on pourrait imaginer qu'il n'en est pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire notamment? Moi, je suis un petit peu interpellé par la dernière mesure. Monsieur Lafleur donne presque ses mines. Moi, j'étais resté à la lecture des journaux et des déclarations et je croyais que c'était un socialisme un petit peu archaïque qui faisait qu'on nationalisait, qu'on cherchait à prendre la propriété complète de mines. Pour moi, c'est pas la propriété qui est importante et qui crée la richesse et l'emploi, c'est l'activité économique derrière. Mais malheureusement, je me suis parmi mes pendules à l'heure, ou plutôt je le remets maintenant à l'heure, et moi, qui étais resté un socialisme véritablement archaïque, je m'aperçois qu'il est merveilleux de penser qu'en raison de la générosité de M. Lafleur, la région Nord, la province Nord, c'est quand même des finances publiques, va s'endetter à 99 millions de francs pour prendre les mines de Lafleur. Les mines, j'ai pas le dossier, je suppose bien les mines, elles ont aucune valeur, donc je suppose bien qu'on lui achète pas la terre, 99 millions de francs, mais que ce sont les moyens d'exploitation qu'il a installés dessus, ce sont les machines, que c'est le traitement, que c'est les actifs de son entreprise, que ce sont un certain nombre de choses. J'ai pas le bilan, je dois dire que personne ne l'a. Enfin, je suis content, le Premier ministre, lui, l'a, donc je suis sûr que ça va se passer justement. Mais moi, je m'interroge sur ça, et je me dis, est-ce que c'est quand même pas un petit truc qui se pointe là aussi? Est-ce qu'après avoir rien changé sur les structures salariales, donc de consommation, etc., on n'est pas en train d'essayer de charger un petit peu par des dettes une région dont je ne sais pas très bien ensuite, mais c'est simplement par ignorance du dossier parce qu'on ne l'a pas fourni, comment elle se dépatouillera ensuite pour se libérer de ses dettes. Voilà ce qui fait que si j'étais très irrespectueux, je dirais que je suis effondré quand je lis les réactions affligeantes de Paul Niaoutine, du moins ce qu'on nous en dit dans Le Monde, quand il nous dit
en sujet de cette affaire. Bon, alors il dit à la fois notre objectif c'est l'accession à l'indépendance, et quand on lui parle des mines de la Fleur, il dit il faut que ce genre de grands projets distribue des revenus qui circulent dans la province. Évidemment, ça distribue rien du tout. Ça va pomper des disponibilités qui vont s'empresser de fiche le camp ailleurs. Donc je ne sais pas qui le conseille, et je suis très inquiet sur ce qui va se passer. Alors je conclus sur une expression que je vais employer dans la 2e édition de ce petit bouquin qui devrait sortir bientôt. Je conclus, non sans scrupule, je crois que la Nouvelle-Calédonie, on forge ce que j'appellerais une société cagou. Vous connaissez le cagou? C'est un oiseau qui a été suffisamment rendu infirme, lui, par la nature pour être empêché de voler. Ben pour moi, on est en train de fabriquer une société qu'on va rendre suffisamment infirme pour être sûr qu'elle ne puisse pas se faire son envol. Voilà ce que je voulais vous en dire. Bien, merci. En vous écoutant, et un peu à titre anecdotique, ça me rappelait 2 choses. Vous me rappeliez 2 choses. La première, c'est le premier plan du Sénégal. Donc au moment de l'indépendance, j'étais là-bas. Et on avait fait, dans l'enthousiasme de l'indépendance, enfin du mythe de l'indépendance qui était le mythe de l'âge d'or, un premier plan qui comportait des mesures presque de rétorsion à l'égard des investisseurs extérieurs trop avides. Or, il ne s'en est présenté aucun. Mais ce que l'on a fait, parce que là, il y a eu de l'argent, en particulier de la communauté économique européenne, c'est des routes. Et au bout de quelques années, on ne pouvait plus leur payer leur entretien. Alors, je retrouve dans ce que vous dites à propos d'une future et éventuelle indépendance, un peu toujours le même raisonnement. Deuxième anecdote, c'est, alors là, cette fois en Nouvelle-Calédonie, fin 64, on a fait pour la première fois l'intégration des tomes dans le plan français, dans le 5e plan. Et on ne savait vraiment pas quoi mettre. Alors c'est simple, le 5e plan, le 6e, le 7e d'ailleurs c'était pareil, les mines et les routes, et les infrastructures. Alors j'ai un peu l'impression que, probablement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire conserver une certaine mainmise sur le processus, ça va rester les mines et beaucoup d'infrastructures, d'après les contrats de plan que vous nous avez lus et dont moi je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Et beaucoup de santé publique. Oui, c'est ça, beaucoup de santé publique qui coûte alors en termes ça, de charges récurrentes, au moins, beaucoup. Oui, moi je reviens dans la 4e édition, je reviens de Djibouti. On a beaucoup poussé le minimum nécessaire pour que les gens ne meurent pas, je reprends mon expression, en s'assurant surtout qu'ils ne vivraient pas. On retrouve maintenant tous les Djiboutiens qui viennent à l'hôpital français, et c'est la coopération qui éponge les dettes, et pour cause. Ils ont une forme et une longévité qui est strictement incompatible avec la base économique sur laquelle ils escomptent. Alors, maintenant, je pense qu'on peut... Enfin, beaucoup d'autres, et moi y compris, ont des questions à poser. Mais peut-être M. Durand a-t-il quelque chose à dire tout de suite, ou préfère-t-il entrer dans le débat? Un ensemble de choses. Alors, par exemple, on parle des nodules. Alors, apparemment, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, mais en me fiant à des déclarations de collègues géophysiciens, géologues de l'Orstom qui ont travaillé dans la région, dans l'ensemble de la ZE de la Nouvelle-Calédonie, les perspectives sont tout à fait faibles. C'est d'ailleurs, au plan mondial, on peut dire que le nodule, c'est un peu un lobby technique qui fait fonctionner beaucoup de gens, beaucoup de bureaux, beaucoup d'administrations, y compris en France, l'Ifremer par exemple, mais que les perspectives d'exploitation réelles, il y a aussi des problèmes politiques en zone ouverte. Les perspectives réelles sont peut-être allant 2010-2020 dans certaines conditions qui, en tout cas, ne sont pas trouvées a priori dans la ZE de la Nouvelle-Calédonie. Okay. C'est peut-être un peu moins négatif en Polynésie, par exemple, mais avec beaucoup de réserves. On parle aussi d'encroûtements polymétalliques, qui sont en fait des formes de concentration de nodules, etc. Alors là-dessus, il y a eu des sondages de faits, mais apparemment, ils sont profonds, ils ne sont pas très riches, et ils sont d'exploitation difficile. Désolé de faire un bilan un petit peu triste pour le moment, mais... On parle aussi de certains sables et graviers. Alors effectivement, soit au niveau du lagon, soit à l'extérieur, on peut trouver des sables ayant des teneurs, des granulométries particulières et pouvant être intéressants comme fondants pour l'industrie métallurgique.
À une certaine époque, l'Australie d'ailleurs était cliente de ce genre de choses. Ça n'est plus le cas parce qu'ils ont trouvé d'autres sources, probablement plus faciles et moins chères. Donc il n'y a pas de débouché immédiat non plus là-dessus. Enfin, je terminerai, mais ça j'y reviendrai, que dans le Pacifique, on trouve sur certains atolls l'utilisation directe des coraux, mais pas une utilisation noble, l'utilisation pour faire des sous-produits de routes, de grands travaux, de ballastage, etc., ce qui est une catastrophe. Ce n'est pas nécessairement un bon produit, et surtout ça démolit totalement l'écosystème. Mais on connaît leur existence, profond, c'est-à-dire, disons, de l'ordre de 3000 mètres, si vous voulez. Il reste complètement à explorer, de toute façon. On ne sait pas s'il y a une potentialité réelle derrière. Évidemment, tout le monde pense pétrole ou des choses comme ça. De toute façon, c'est une exploitation. Y aurait-il une richesse forte? Il faudrait qu'elle soit très forte pour être rentable, et ce serait des conditions d'exploitation extrêmement difficiles à au moins 3000 mètres. Voilà, donc un premier bilan, si vous voulez, des ressources non renouvelables. Alors, en ce qui concerne les ressources vivantes, je parlerai uniquement du domaine aquatique. Il y a quand même, me semble-t-il, et ça n'est pas abordé apparemment dans les papiers que j'ai lus, il y a quand même la richesse de la flore de la Nouvelle-Calédonie, la richesse de la flore terrestre. Il y a donc un potentiel génétique qui est très important, qui est très important en termes de ressources génétiques pour l'humanité, je dirais, et aussi éventuellement en retombées potentielles au niveau de la pharmacopée, etc. En ce qui concerne le domaine aquatique, dans les écosystèmes aquatiques, l'écosystème continental, mer-lac, très, très faible en Nouvelle-Calédonie, passionnant pour le scientifique, parce que tout à fait aberrant, vous avez des rivières qui sont parfois complètement privées de vie, ou pratiquement, parce qu'elles sont imprégnées d'un contexte métallique, justement. Alors ça peut être tout à fait intéressant, mais je ne crois pas que ce soit exactement le sujet de notre discussion. En ce qui concerne la mer, c'est-à-dire, je dirais, au-delà des formations coralliennes du récif, alors il y a un ensemble de possibilités ou de petites exploitations. Vous avez une petite exploitation de tonidés côtiers qui est artisanale, qui n'est pas très importante. Il y a peut-être un potentiel tonnier à explorer, qui a déjà été exploré dans les années passées avec faillite des sociétés, malheureusement. Il n'est pas impossible que, dans le terme d'économie de marché, avec des sociétés extrêmement concentrées, hautement rentables, comme le sont les grandes sociétés tonnières, mais qui n'ont aucune raison de se baser spécialement en Nouvelle-Calédonie, ce sont des mercenaires, ils vont ici ou là, donc il faudrait pouvoir les attirer d'une certaine manière. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des incitations possibles. Mais c'est vrai que dans le Pacifique Ouest, il y a quand même des gisements tonniers qui ne sont pas entièrement exploités. Ça c'est vrai. Mais ça suppose aussi des prospections dans un contexte politique que vous avez dû évoquer par ailleurs, je suppose, avec les autres États du Pacifique, là, etc. Voilà donc pour l'extérieur. Alors maintenant le lagon. Le lagon, c'est pour le scientifique, c'est quelque chose d'absolument unique, je dirais pas au monde, mais qui se compare en étendue et en richesse spécifique, en diversité des biotopes, etc., en beauté des fonds marins, et ça je crois que c'est pas négligeable d'un point de vue, dans une certaine optique touristique. Oui. Ça se compare à la Grande Barrière, qui est de l'Australie, de l'Est australien, qui est le milieu de référence. Et dans l'ensemble, ce lagon a été peu abîmé malgré tout, jusqu'à présent, parce qu'il est très grand, parce qu'il n'est pas toujours très accessible, parce qu'il y avait une densité humaine faible, etc. Parce que aussi les Kanaks étaient des gens qui étaient plus tournés vers la terre que vers la mer. Je ne veux pas dire qu'ils l'auraient abîmé, mais enfin ça peut être une explication. Alors, le problème pour le scientifique, un écosystème comme ça, c'est un écosystème où il y a une biodiversité exceptionnelle. Très bien, mais ça veut dire que pour le gestionnaire ou l'exploitant, une difficulté majeure, c'est qu'on aura un patchwork de petites ressources, chacune étant intéressante au niveau local, mais aucune ne pouvant procurer une dimension allant jusqu'à l'exportation, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai, je vais corriger tout de suite, mais en gros c'est ça. Je vous donnerai des exemples. Par exemple, il y a des bénitiers qu'on peut exploiter, qui sont des grands coquillages que vous connaissez. Il y a les crabes de palétuvier. Alors, les crabes de palétuvier sont exploités. Il y a une exportation apparemment sur la Polynésie en particulier.
Enfin, c'est une échelle quand même assez faible. Il y a le troca, que vous connaissez, fourniture de nacre, et aussi on mange donc c'est un escargot de mer. On mange la chair du troca localement, et on utilise la nacre en particulier pour les boutons. C'est pas négligeable, hein, il y a eu 500 tonnes, je crois, d'exportés, 87. Je ne sais pas si vous ne donnez pas le chiffre d'ailleurs dans le bouquin. C'est une petite ressource originale avec une exportation. Il y a aussi les holothuries. Les holothuries, qu'on appelle aussi bêches de mer, et qui ont connu un commerce assez important, et apparemment il y a une reprise depuis quelques années. Alors là, il y a une exportation très nette. Alors j'ai repris les chiffres de 85, 1300 tonnes d'holothuries, ce qui n'est pas négligeable. Vous savez que les holothuries sont consommées en Asie. Elles sont exportées depuis la Nouvelle-Calédonie sur Hong Kong et Singapour, et c'est un relais, et ensuite elles sont exportées essentiellement sur la Chine, où elles atteignent des prix tout à fait faramineux. Parmi les autres ressources qui sont exportées, vous avez le corail d'ornement, bien entendu. Et toutes ces ressources, dont la dimension est faible, sont quand même des ressources très positives, car renouvelables si elles sont gérées correctement. Je dirais aussi que du point de vue donc, de l'écologiste que je suis, je dis bien écologiste, pas écolo, on peut très bien exploiter un ensemble de ressources comme ça, sans mettre le patrimoine en danger. Ça me paraît tout à fait conciliable. Conservation globale et exploitation. Il y en a d'ailleurs un très bon exemple à une autre échelle en Australie, sur la Grande Barrière. Les Australiens font un travail tout à fait intéressant. Ils arrivent à concilier un tourisme qui est quand même assez massif, un tourisme naturaliste, une exploitation de certaines ressources et conservation de certaines autres. Et c'est un système qui marche bien à l'échelle de la Grande Barrière. Alors vous aviez deux types d'aquaculture. Un qui a été abandonné en Nouvelle-Calédonie, c'est celui de Macrobrachium, les chevrettes, donc aquaculture de crevettes d'eau douce. C'est une crevette importée. Alors la technologie est extrêmement bien au point, elle a été mise au point par l'Ifremer, on maîtrise tout le cycle très très bien, c'est sur une espèce du sud-est asiatique, du Mekong. Malheureusement, cette espèce existe effectivement dans le Mekong et en Malaisie, etc., en abondance, et elle est pêchée directement dans le milieu naturel. C'est une espèce qui atteint de grande taille. Autrement dit, une chevrette d'aquaculture ne peut pas entrer en concurrence avec une chevrette pêchée directement dans le stock naturel. Ça, c'est à peu près évident dans la plupart des cas de marché. Jusqu'à présent. Apparemment, là je reviens de Guyane, et apparemment il y a un élevage en Guyane qui fonctionne et qui exporte. Et il semble qu'on puisse en trouver en France, et peut-être dans le 13e arrondissement. Je dis le 13e parce qu'on trouve là aussi dans le 13e les chevrettes de Malaisie. Alors ce serait intéressant de voir si les deux produits arrivent à coexister quelque temps. Mais alors, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, c'est très clair, ça a été abandonné, ça n'est absolument pas rentable dans le contexte. Il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Le problème il est là. Il y a des petits marchés, des micro-marchés insulaires, en particulier dans les DOM français, et c'est 100-150 tonnes. Pour passer à l'exportation, la difficulté est encore plus grande que pour les pénéides, là je vais revenir dessus, c'est qu'il faut à la fois trouver un coût raisonnable au niveau d'un marché mondial et créer le marché, parce qu'il n'existe pas. Le segment de marché porteur, c'est le sud-est asiatique, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va essayer d'exporter ce genre de produit. Donc là, ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie a très bien fonctionné au plan technique, au plan reproduction du système, etc. Pas du tout au plan économique. Alors maintenant, les pénéides, dont parlait M. Mathieu tout à l'heure. Donc ce sont les crevettes de mer. Ce ne sont pas du tout des crevettes originaires de la zone. Maintenant, il y a un matériel qui est génétiquement bien connu, bien maîtrisé. Il y a 4 espèces au plan mondial qui sont utilisées un peu partout. En Équateur, par exemple, en Amérique latine, avec un très très grand succès. Là aussi, c'est l'Ifremer qui a une compétence en France là-dessus et qui a donc monté écloserie et lancé une aquaculture d'une certaine dimension. Alors, les chiffres actuels, c'est 200 hectares en eau, ce qui est quand même appréciable. La production de 89, c'est 300 tonnes de pénéides, ce qui n'est pas négligeable. Et la projection 90 est de 400 tonnes, donc une progression qui est assez importante. Seulement, le marché local, c'est 150 tonnes. Il est donc complètement saturé et il y a un début d'exportation.
d'après les informations que j'ai recueillies auprès de l'Ifremer, les exportations pour le moment se font à perte. Bon, ça n'est pas nécessairement alarmant. Il faut trouver un régime de croisière. Il est clair qu'il faut d'une part, qu'il y ait des progrès techniques, une diminution des coûts au plan technique, et puis identification de marchés particuliers aussi. En frais peut-être, sur glace, sur la France, il y a des projets. Actuellement, ils exportent quand même sur le Japon et l'Australie. Alors c'est vrai, vous avez raison, tout à fait. Là, il y a un potentiel important. Le potentiel d'installation, c'est de 2000 hectares. Et ce qui veut dire, une fois certaines améliorations technologiques obtenues, une production potentielle de 5 à 6 000 tonnes. C'est une richesse potentielle qui n'est pas négligeable. Mais qui passe sans doute par des entreprises extrêmement performantes, avec un personnel de très haut niveau, le moins de personnel possible, etc. Donc un système hyper libéral, je dirais. Richesse touristique, naturelle, la biodiversité, le potentiel génétique, tout ça, il y a tout un ensemble de richesses là, qui intéressent l'humanité au sens large. Alors, vers quoi doit-on aller? Proposer qu'il y ait une prise en compte à certains points de vue au plan international, avec des contreparties peut-être pour les communautés qui vivent sur l'île. J'avoue que je ne sais pas comment le dire, mais il y a déjà quand même des retombées appréciables. Bon, il y a un petit tourisme qui est un tourisme, je dirais, de bon aloi, contrairement à celui que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, de gens qui sont intéressés par la mer, le lagon, etc. Et ça, il peut y avoir un développement certain là-dessus. Il y a aussi un tourisme qui est lié à la collecte d'organismes dans le lagon. Ça peut être encore une fois, ça peut être une collecte raisonnée. Il peut y avoir un flux commercial. Il y a un flux commercial déjà qui est important là-dessus. Ça fait peut-être partie des invisibles que vous avez cités. Toute le secteur informel des curios, si vous voulez, il fonctionne là-dessus, en grande partie. Alors je ne sais pas si c'est appréciable, mais c'est peut-être un développement possible avec beaucoup de précautions. Il y a parmi on en discutait tout à l'heure, il y avait un programme de pharmacologie sur les substances marines d'intérêt biologique, partant de toute cette diversité, en particulier dans le lagon. Je ne sais pas si ça s'est fait en Nouvelle-Calédonie sur les plantes, mais ça s'est fait en tout cas pour les organismes du lagon. Et il y a eu deux produits identifiés qui ont donné lieu à des brevets, je crois, de Ron Poulenc, hein, un antitumoral et puis un autre produit. À partir de là. Est-ce que ça constitue vraiment une ressource? Là aussi, je mettrais ça dans le catalogue, je dirais. Un inspecteur des finances, je me souviens, il raisonnait comme on doit raisonner quand on est inspecteur général des finances en France. Mais en Nouvelle-Calédonie, l'adaptation du crédit à des petits demandeurs, etc., ça ne marchait pas. Et alors, il a dit ce que l'un ou l'autre qui ne connaît pas le problème dit, mais ce pays est vide. Il a dit ça à des Kanaks. Hein. Alors évidemment, plus personne ne lui adressait la parole. Bon, ça c'est une catégorie de choses. Mais ensuite, il y en avait quand même dans le lot qui connaissaient la Nouvelle-Calédonie et qui ont fait attention à ce qu'ils faisaient. Bon, ensuite, on a apporté nos rapports, il y a eu un montage de ces rapports, et puis il y en a eu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. En découpant correctement nos rapports, on pouvait leur faire dire ce que, au point de départ, le pouvoir politique voulait dire. Et ça a légèrement varié en fonction de la conjoncture du voyage de Giscard d'Estaing en 1979. Et ça est devenu, alors qu'on était parti sur une hypothèse rigoureusement opposée, le titre c'était « Vivre en France en Nouvelle-Calédonie ».